Bonjour et bienvenue à la 18e édition des Assises européennes de la transition énergétique. Ce matin, nous allons parler transition énergétique, comment la transition énergétique transforme le réseau de transport d'électricité. Avec vous notamment, Monsieur Éric Farabaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué RTE Sud-Ouest. Alors, est-ce que dans un premier temps, avant de parler des transformations que la transition énergétique est inscrite désormais dans la loi, entraîne comme conséquence, notamment dans le transport d'électricité, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de RTE Sud-Ouest ? Oui, RTE est l'entreprise qui transporte l'électricité en France. Nos lignes de 63 000 à 400 000 volts sont en quelque sorte les autoroutes de l'électricité. Et puis nous assurons aussi l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité à tout instant sur l'ensemble du territoire. Nos clients sont les producteurs, les grands sites industriels raccordés à notre réseau, ainsi que les distributeurs qui acheminent cette électricité jusque chez les particuliers. Alors RTE, à l'échelle de la France, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires, 8 500 salariés, plus de 100 000 km de lignes. Et dans le sud-ouest, nous disposons d'un centre de dispatching qui nous permet de superviser l'ensemble du réseau, l'essentiel du réseau de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie. Nous disposons également de services d'ingénierie puisque nous investissons entre 200 et 300 millions d'euros par an dans les infrastructures réseau. Et puis des équipes de maintenance réparties sur le territoire comme ici à Floirac près de Bordeaux. Donc en tout, nous sommes 1150 salariés dans le sud-ouest au service de nos clients et de la proximité des territoires. Quels changements sont apparus dans le paysage électrique ces dernières années au niveau de la consommation et de la production par rapport à la thématique qui nous concerne ? Alors effectivement, les temps changent, la transition énergétique est en marche. Cela signifie de nouveaux usages de l'électricité, des consommateurs qui deviennent aussi acteurs de leur consommation, le développement de l'efficacité énergétique. On voit émerger de l'autoconsommation aussi. Voilà, des différentes formes de consommation, les véhicules électriques qui émergent, bientôt sans doute des moyens de stockage qui vont venir sur le réseau. Du côté des énergies renouvelables, on voit aussi se développer d'une part de la production diffuse, par exemple les panneaux photovoltaïques chez les particuliers, mais lorsque ces panneaux sont nombreux, l'électricité remonte sur notre réseau de transport, et puis aussi le raccordement de grands parcs de production éolienne ou photovoltaïque, comme à proximité d'ici à Cestas par exemple, 250 MW, c'est la plus grande ferme photovoltaïque en Europe. Donc tout ça, ce sont des défis à relever pour le réseau de transport, et c'est ce que nous faisons, c'est passionnant au quotidien. Alors justement, ça entraîne quelle adaptation, quel changement, quelle stratégie ? C'est-à-dire vous passez d'un fonctionnement un peu macro à un fonctionnement plus micro. Tout à fait. Jusqu'à présent, le rôle du réseau était d'acheminer l'électricité depuis des grandes centrales de production vers des zones de consommation, donc selon des flux relativement réguliers, stables, prévisibles. Aujourd'hui, avec une consommation qui est module plus, avec des énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire, qui ont des caractéristiques très variées, et notamment de l'intermittence concernant l'éolien ou le solaire, notre rôle désormais, c'est de mutualiser l'ensemble de cette production pour l'ajuster en permanence à la consommation, si bien que le rôle du réseau devient un rôle de solidarité entre des territoires qui, selon les heures ou les saisons, produisent plus qu'ils ne consomment, ou au contraire, consomment plus qu'ils ne produisent. Et ainsi, par exemple, une zone donnée peut se reposer sur la présence d'éolien ou de photovoltaïque, mais lorsqu'il n'y a plus de soleil ou de vent, c'est grâce au réseau que l'électricité pourra provenir de la région voisine ou même de l'étranger. Donc le réseau joue un rôle désormais assurantiel vis-à-vis de ces modes de consommation. Tout cela pour avoir une qualité de l'électricité qui soit permanente en termes de fréquence, de tension et une continuité d'alimentation. Ça veut dire derrière que ça entraîne ce que vous appelez une hybridation des réseaux électriques et numériques. C'est-à-dire ça devient des réseaux plus intelligents et plus adaptables et adaptés. Alors tout à fait, notre ambition est de devenir le premier réseau de transport européen qui hybride système électrique et réseau numérique, puisque les solutions ne passent pas seulement par de l'adaptation d'infrastructures, il en faut, mais elles passent beaucoup par des solutions numériques. Alors pourquoi ? Parce qu'en passant d'un système de pilotage centralisé à un écosystème avec une grande diversité d'acteurs et une grande diversité de dispositifs, nous devons développer des solutions de flexibilité, ce qui suppose la gestion de flux de données entre ces acteurs pour qu'ils puissent interagir entre eux et avec nous, tout cela toujours
pour assurer l'équilibre global, in fine, dans le système. C'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle les smart grids, qui est un terme très à la mode et pas uniquement chez RTE, mais qui permet justement, est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu, c'est quoi les smart grids, de quelle façon vous les utilisez chez RTE? Oui, alors, les smart grids, c'est l'intelligence dans le réseau. Alors, de l'intelligence dans le réseau, il y en avait déjà, puisque pour piloter l'ensemble du parc de production à la seconde près, vous imaginez bien qu'il y a des technologies très pointues qui ont été développées. Mais aujourd'hui, effectivement, nous accroissons encore l'intelligence dans le réseau, par exemple en installant des capteurs sur notre réseau qui vont nous permettre de connaître en permanence l'état du réseau, les conditions de production et de consommation à proximité, les conditions également météorologiques, et qui vont nous permettre ainsi de mieux réguler et optimiser les flux d'électricité en s'appuyant sur des dispositifs, par exemple des automates qui vont nous permettre d'éviter des incidents, ou bien de détecter plus rapidement du matériel en défaut. Et toutes ces données sont utilisées tant par nous qu'elles intéressent aussi les acteurs. C'est pour ça que nous travaillons aussi à pousser vers l'open data, de manière à ce que ces ouverture acteurs des puissent... données, Voilà, ouverture publique des données, qui vont permettre aux différents acteurs aussi d'apporter de l'innovation et d'imaginer de nouveaux services que nous viendrons intégrer dans ce dispositif global. Est-ce que ça suppose, vous avez renforcé, vous avez donné quelques chiffres au début de notre entretien, vous avez renforcé votre cellule R&D, l'ouverture, ce que vous disiez en open data, peut-être d'entreprises extérieures, apporter de nouveaux services, aller les solliciter à l'extérieur, mais est-ce que si vous avez renforcé, ça suppose des investissements, et pas uniquement en R&D, mais entre autres, est-ce que vous avez renforcé cet aspect-là? Alors effectivement, nous investissons de plus en plus dans les systèmes d'information, dans le numérique, le digital, et donc investissement matériel, mais aussi en compétences. Nous développons désormais les data science, la data analysis, et tous ces investissements nous permettent aujourd'hui de développer largement cette intelligence du réseau. À ceci s'ajoutent bien sûr des investissements d'infrastructures, puisque par exemple sur la région de Nouvelle-Aquitaine, nous investissons 630 millions d'ici l'horizon 2020. D'une part, pour renouveler les réseaux. Dans le sud-ouest a été une région pionnière pour le développement du réseau, donc il s'agit aujourd'hui d'en assurer la sécurisation et le renouvellement. Également pour les zones de consommation qui sont croissantes, comme dans les métropoles ou sur les zones littorales. Et puis enfin, pour intégrer toutes ces énergies renouvelables sous deux angles. D'une part, il faut raccorder les nouveaux sites de production, et puis il faut renforcer le cas échéant le réseau pour être sûr que l'électricité produite par ces énergies renouvelables peut transiter en toute sécurité vers les zones de consommation qui sont le plus souvent éloignées de leur zone de production. Alors, est-ce que ça suppose aussi donc derrière des nouveaux métiers ? Oui, alors des nouveaux métiers, je les évoquais brièvement, des nouveaux métiers autour du numérique, du digital, mais aussi un travail d'ouverture et de partenariat qui tend à associer des startups de manière à intégrer de l'innovation aussi bien dans notre activité que de soutenir cette innovation, puisque ces startups, pour certaines d'entre elles, seront peut-être des acteurs essentiels du système électrique de demain. Si on pense par exemple au stockage, il y aura des acteurs dans ce domaine-là avec lesquels nous travaillerons pour voir quelle partie en tirer, y compris pour nos besoins d'optimisation des flux sur le réseau et le cas échéant, créer des dispositifs intelligents à partir de là. On parlait des investissements à l'instant. Est-ce qu'ils sont différents en fonction des types d'énergie renouvelable ? Vous parlez de la Nouvelle-Aquitaine qui est très forte, ce n'est pas le terme forte, mais qui est très active, notamment en matière photovoltaïque, du fait de son territoire. Oui, c'est la première région solaire en France. Voilà, comme en biomasse aussi également, du fait de la puissance agricole aussi en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, même au sens large, plus large que la seule région Aquitaine. Donc voilà, est-ce que vous priorisez quand même vos investissements en fonction du type d'ENR en matière de transition énergétique ? Alors, RTE est un acteur neutre et indépendant et nous devons de raccorder tout le monde de manière non discriminatoire. Donc nous n'avons pas à nous prononcer sur les filières de type ENR ou autres. Ce sont les responsabilités du gouvernement au travers d'objectifs qui sont fixés ou le cas échéant d'appel d'offres. Donc nous raccordons tout le monde.
ce faisant, pour raccorder ces productions, nous avons besoin de pouvoir l'anticiper puisqu'il est très long de construire des lignes. Et donc, nous avons besoin d'une vision sur le long terme des emplacements et de la manière dont se développeront ces énergies. Donc ça, nous appuyons pour cela sur les schémas régionaux climat, air, énergie, qui sont déclinés sous forme de schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et qui permettent d'identifier des capacités d'accueil à développer au travers de nos infrastructures pour accueillir toutes ces nouvelles productions en concertation avec tous les acteurs locaux et les acteurs publics au niveau des régions, des préfectures, etc. Donc, avec ces investissements, aujourd'hui, RTE et le réseau de transport d'électricité est un atout pour réussir la transition énergétique. Merci en tout cas, Monsieur Farabo, de cet entretien et bonnes assises. Merci beaucoup. Au revoir.